Le maréchal du Tchad, le président de la République Idriss Déby Itno a reçu ce mardi à Amdjaras un émissaire du président burkinabé Roch Christian Marc Kaboré. L'envoyé spécial Thierry Haute est porteur d'un message verbal de son président, son homologue tchadien. À la présidence de la République en N'Djamena, le ministre d'État Kalsebe Pahimi Debeu a dirigé la traditionnelle réunion hebdomadaire sur les régies financières. Retenez que les régies se sont assez bien comportées au mois d'août, mais qu'elles doivent doubler d'efforts pour maintenir le cap. Et puis le relâchement dans le respect des mesures barrières contre le Covid-19 inquiète le sous-comité sensibilisation que dirige le ministre de la Communication, Chérif Mohamed Zeine, a rencontré les différentes corporations pour leur rappeler le respect de leur engagement. C'est ce qui ressort de la rencontre tenue cet après-midi. C'est tout pour le sommaire. Premier jour du mois de septembre 2020. Vous êtes sur Télé Tchad. Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Un émissaire burkinabé reçu ce 1er septembre 2020 à Amdjaras par le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Le président Roch Christian Marc Kaboré a dépêché son conseiller spécial Thierry Haute auprès de son homologue Idriss Déby Itno. L'émissaire burkinabé porteur d'un message verbal de son président au maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Assirana Batingar. Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, et son homologue, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, perpétuent la tradition de consultation permanente sur des questions d'intérêt commun. C'est lui qui a frayé le chemin jusqu'à Amdjaras pour livrer le message verbal au maréchal du Tchad et Thierry Haute, conseiller spécial du président Roch Marc Christian Kaboré. Les échanges entre le maréchal du Tchad et l'émissaire du président du Faso ont duré près d'une heure. La substance de ce message n'a pas été dévoilée, mais la durée de l'entretien laisse croire qu'il s'agissait des consultations régulières et permanentes entre les deux chefs d'État dont les pays partagent plusieurs réalités socio-économiques et culturelles. Les deux chefs d'État s'accordent toujours à parler d'une même voix et à œuvrer ensemble pour faire face aux défis communs. Les défis communs au pays de Toumaï et au pays des hommes intègres restent notamment ceux du développement et de la lutte contre le terrorisme et les trafics de tout genre qui menacent l'espace sahélien et contre lesquels le maréchal du Tchad s'est illustré par son engagement personnel. Le Sahel, auquel appartient le Tchad et le Burkina Faso, est symbolisé par un tableau géant et des objets d'art traditionnels remis par l'émissaire burkinabé au maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Des symboliques qui disent long sur les relations de fraternité et de coopération entre les peuples burkinabés et tchadiens. L'actualité ce mardi est également marquée par la tenue de la traditionnelle réunion hebdomadaire consacrée aux régies financières, réunion dirigée par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalsebe Pahimi Debeu. La rencontre a permis de faire l'état des lieux des recettes et des dépenses du mois d'août. Reportage Nassounou Djiti. La réunion hebdomadaire consacrée aux régies financières de ce mardi 1er septembre est visiblement la plus longue de toutes les réunions. Elle a duré 2 heures chrono. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalsebe Pahimi Debeu, les ministres concernés et les directeurs en charge des différents services pourvoyeurs des recettes de l'État ont scruté dans le moindre détail et par département ministériel les recettes et dépenses du trésor public du mois d'août 2020. À l'image du paysan ou du commerçant dans le Tchad profond qui vous dira que le mois d'août est celui le plus difficile de l'année partout ailleurs, les recettes dues à l'État n'ont pas échappé à cette logique routinière de charitamane, traduisez moins de soudure. Après avoir fait le point de recettes et de dépenses, les services pourvoyeurs de recettes de l'État sont instruits à redoubler d'efforts, comme le confirme ici le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Guillet. Nous avons suivi les recettes pour le mois d'août, qui est un mois en général assez difficile. Cette année, avec les pluies, ça devait être encore plus difficile, mais je pense qu'il faut, en toute humilité, considérer que les régions se sont tout de même assez bien comportées, même si des améliorations sont à apporter ici et là, et même s'il faut redoubler d'efforts avec la fin prochaine des pluies.
pour entamer le dernier virage et finir l'année en respectant tous les clous de nos engagements budgétaires. À la semaine prochaine. Pour une autre réunion d'évaluation consacrée aux recettes et dépenses du trésor public, au même cadre, le palais présidentiel et les mêmes acteurs. Sachez que le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Alzebe Pahimi Debe, a effectué ce mardi une descente à Djermaya où il a visité le chantier de construction des dépôts pétroliers et gaziers, ces infrastructures de la société des hydrocarbures du Tchad qui prennent forme viendront régler les récurrents problèmes des pénuries de carburant et du gaz. Djibril Noualouali. Garantir un stock de sécurité en produits pétroliers et gaziers est un objectif qui se rapproche au fur et à mesure que prend forme le chantier. Le cuve géante situé en face de la raffinerie de Djermaya parle d'elle-même des avancées des travaux appréciés par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Alzebe Pahimi Debe, à qui une description complète du chantier a été faite par le directeur général de la Société des hydrocarbures du Tchad, SHT, Ibrahim Mohamed Diamous, complétée par le directeur général de la Société tchadienne des dépôts pétroliers, STDP, Ngaroulem Doningar Claver. Les explications appuyées par une nomenclature plus complète donnée aux visiteurs grâce aux images 3D renseignent que les travaux sont à un stade très avancé, avoisinant un taux de 95% et 98% du matériel nécessaire est déjà sur place. Certains compartiments sont en avance par rapport à d'autres. C'est le cas du bâtiment administratif et des salles de contrôle. C'est depuis ce bâtiment qui n'attend que la peinture que tout sera géré avec deux options, électroniques et manuelles. Au poste de chargement et déchargement, c'est la phase finale qui est entamée. À terme, il suffira de 45 minutes pour charger 5 citernes au même moment, soit 80 par jour. Et ce, grâce à la pomperie déjà en place. Le ministre d'État s'est également arrêté sur le réseau incendie et le système d'alimentation de secours. L'infrastructure sera raccordée à la raffinerie par des pipelines. Ce sont 3 lignes qui vont conduire du jet A1, du gasoil et du super. Les explications données et les tours des différentes installations ont permis au ministre d'État, Alzebe Pahimi Debe, d'apprécier les travaux qui, selon lui, avancent à un rythme satisfaisant. Agréablement surpris, certes, mais pour lui, les entreprises doivent mettre le pied sur l'accélérateur pour que l'infrastructure soit livrée en décembre conformément au calendrier. Respect du calendrier, c'est sur quoi a également insisté Alzebe Pahimi Debe sur le deuxième compartiment de la Société tchadienne des dépôts pétroliers, STDP, situé à un jet de pierre des dépôts pétroliers. Il s'agit des dépôts gaziers dont le chantier est confié à la société turque ARC. Les 4 mois déjà consommés ont permis de poser les premiers jalons. À terme, ce sont 2 réservoirs sphériques pour gaz et 2 autres pour l'eau qui seront bâtis pour contenir 7500 mètres cubes. L'équipe, tout en recevant les félicitations pour le travail ininterrompu malgré la pandémie, est exhortée par le ministre d'État, Alzebe Pahimi Debe, à réaliser dans le temps et selon les règles de l'art ce projet phare qui, rappelle-t-il, est pensé par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, pour solutionner de manière définitive les problèmes qu'éprouvent ses concitoyens s'agissant de l'énergie domestique d'une part et d'autre part pour protéger l'environnement. Le ministère du pétrole, la SHT et la STDP sont à ce titre chargés de veiller à l'aboutissement des travaux et à la prise en main de ces infrastructures. Avec ces réalisations, c'est la politique du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, envers les ménages qui se concrétise davantage. Merci Djibril. Vous nous dites qu'à l'issue de sa visite dans le premier compartiment de la Société tchadienne des produits pétroliers, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Alzebe Pahimi Debe, a laissé entendre que le projet des dépôts pétroliers voulu par le maréchal du Tchad et conçu par la SHT a une importante stratégie pour le pays. Je propose de l'écouter. Ayant vu ce qui se fait pratiquement sur le terrain ici, j'ai pu assurer notre opinion que les choses marchent bien. Nous sommes agréablement surpris, nous sommes heureux de l'état d'avancement des travaux. Nous sommes à 95% globalement. Dans certains aspects, certaines structures, on est à 100%.
Comme vous le savez, il s'agit d'un dépôt conçu pour 36 000 mètres cubes, donc 36 millions de litres. C'est un projet voulu par le maréchal, conçu par la SHT. Et nous avons, en visitant, nous avons essayé de poser la question par rapport à la structure qui va, du point de vue des ressources humaines, parce que c'est l'aspect le plus important. Tout n'est pas de construire un dépôt, une belle infrastructure. Il faut le gérer dans les règles de l'art parce que c'est un dépôt conçu dans les normes internationales. Donc, il est important que le personnel qui va prendre en charge la gestion soit préparé dès maintenant. Et nous avons posé la question par rapport à la question au problème des pièces de rechange aussi, qui est important, très important. On nous a rassuré. Le système d'incendie est assez parfait selon les explications. C'est une très bonne nouvelle pour nous autres gouvernants. Nous avons vu les difficultés qu'on a eues par moment, à un moment donné. Nous voudrions lancer l'appel pour que le délai de décembre soit respecté. Au chantier des dépôts gaziers, l'autre compartiment de la Société tchadienne des produits pétroliers qui a également été visité, le ministre d'État Kalzebe Paimedebe a souligné que la demande en gaz domestique de plus en plus élevée sera satisfaite grâce à cette réalisation qui touche directement la vie de famille. Suivez. C'est la meilleure chose que nos concitoyens attendent. Vous savez l'importance du gaz domestique pour nos ménages et pour nos industries. Donc ici, on a en construction un dépôt de 7500 mètres cubes de gaz. Et malheureusement, je viens de poser la question, ça n'arrive que dans 14 mois. Si on peut le faire en 12 mois au lieu de 14 mois, ce serait une très bonne chose. Je suis tout à fait content de ce projet phare que le maréchal a imaginé comme une solution pour la protection de l'environnement. Et la situation géographique même de ces dépôts doit nous amener à réfléchir. Nous sommes déjà en début du désert. Donc, je profite encore pour lancer un appel aux entreprises ici, à la SHT, au ministère en charge de ce secteur, pour que les travaux soient menés dans les délais et dans les règles de l'art. Et cet appel complète ce que nous avons lancé il y a 2 jours concernant la protection de l'environnement. Ils étaient en conflit depuis presque 17 ans. Les frères du Darfour, c'est dans l'ouest du Soudan. Hier enfin, les protagonistes ont décidé d'enterrer la hache de guerre en signant un accord historique de paix. C'était à Djouba, capitale du sud du Soudan. Plusieurs acteurs de résolution de cette crise ont été témoins. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, l'un des médiateurs, a été représenté par le chef de la diplomatie tchadienne, Amin Abbasidik. Reportage à Mathieu Abbas. Djouba, la capitale du Sud-Soudan, marque un nouveau point de départ pour les frères soudanais en conflit depuis plusieurs années. Les mouvements armés du Darfour, du Nil Bleu, du Sud Kordofan, le mouvement de libération de Koch et le mouvement de l'Est et du Centre en lutte contre le gouvernement central de Khartoum décident de fumer les calumets de la paix. Une paix obtenue après 10 mois de négociations souvent très complexes. Ceci est rendu possible grâce aux efforts de l'équipe de médiation mise en place par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, et le général d'armée Salva Kiir, président de la République du Soudan du Sud, soutenu bien sûr par les pays amis
et d'autres partenaires internationaux. À cette circonstance, N'Djamena a dépêché à Djouba son ministre des Affaires étrangères, Amin Abassidik, pour transmettre les salutations du peuple tchadien, de son gouvernement et de son guide, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Notre présence est aussi pour vous assurer que le peuple tchadien partage avec soulagement et fierté les sentiments de joie, de bonheur et d'espoir laissant dans les cœurs des filles et des fils du Soudan. Notre présence est surtout et avant tout pour renouveler notre solidarité et notre engagement aux côtés du peuple frère du Soudan pour écrire ensemble une nouvelle page de notre histoire partagée. Vous accompagner dans ce nouvel élan de la nation soudanaise est un devoir d'autant plus agréable qu'il s'agira dorénavant de réaliser la réconciliation, la paix, la reconstruction, le développement pour l'épanouissement de nos peuples et pour le renforcement de l'Afrique. Ont apposé leur signature pour cet accord historique Mohamed Hamdan Dogolo, vice-président du Conseil souverain, Djibril Ibrahim, Malik Agar, Mini Arkou Minawi, Amin Akasha, Yasser Arman et Mohamed Daoud, tous responsables de groupes armés. L'accord prévoit le partage du pouvoir et de la richesse, le développement du secteur des nomades, le retour des réfugiés et des déplacés en l'intérieur du territoire soudanais. En reconnaissance à toutes les attentions particulières, le président du Conseil souverain, Abdel Fattah al-Burhan, a salué les efforts inlassables fournis par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, et son homologue sud-soudanais Salva Kiir, sans lesquels cet accord n'aura pas lieu. Les frères soudanais viennent ainsi de mettre fin à une guerre qui a duré 17 ans et qui a fait au moins 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés, selon l'ONU. Revenons au pays pour parler de cette réunion pour rappel au respect des engagements pris dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le président du sous-comité sensibilisation du comité de gestion de crise sanitaire, le ministre de la communication porte-parole du gouvernement, Chérim Mamadzine, et son collègue de l'administration du territoire, Mamata Ismail Chaïbo, ont rencontré cet après-midi les syndicats des transporteurs et les leaders religieux. L'objectif de la rencontre est d'exprimer les préoccupations du comité de gestion de crise sanitaire par rapport au relâchement de la population dans le respect des mesures barrières. Yann Mouibé. L'évolution de la situation liée à la pandémie de Covid-19 ces derniers temps dans le monde préoccupe toutes les nations. Avec 56 malades sous traitement en date du 31 août 2020, le Tchad craint aussi la résurgence de la pandémie, d'autant plus que le comité de gestion des crises sanitaires, réuni le 26 août dernier, a décrié un relâchement total de la population dans le respect des mesures barrières. Non seulement le respect des mesures barrières est non observé par toutes vos corporations, mais quant au transport urbain et interurbain, nous déplorons des abus graves en termes de doublement des frais de transport sans l'observation de la distanciation physique des passagers dans les bus. Dans la plupart, voire la quasi-totalité des lieux de culte, le lavage de mains à l'entrée, le port du masque, la distanciation sociale, la réduction de la durée de prêche, sans compter les attroupements aux places mortuaires dont l'interdiction n'est même pas levée, sont totalement négligés au mépris des engagements pris à cet égard. Face à cette triste réalité, le président du sous-comité sensibilisation exhorte chaque corporation à respecter ses engagements. Notant avec inquiétude les risques de propagation à grande échelle de la pandémie à cause du relâchement dans le respect des mesures barrières et tenant compte de sa prévalence de plus en plus élevée dans le reste du monde, le comité s'est vu obligé de faire prendre à travers ses sous-comités toutes les dispositions
nécessaires en liaison avec les partenaires que vous êtes pour faire respecter par tous les moyens légaux les mesures barrières édictées par le gouvernement. Dans cette perspective, nous sommes convaincus que notre engagement commun et nos efforts conjoints bien articulés nous permettront de faire respecter scrupuleusement les mesures barrières dans l'intérêt de nos populations. Lors de cette rencontre, les leaders religieux ont réitéré leur engagement à continuer la sensibilisation des fidèles. Ils souhaitent que les forces chargées de faire respecter les mesures édictées par le gouvernement fassent beaucoup d'éducation. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a annoncé qu'une rencontre de travail sera convoquée dans les prochains jours afin de recueillir les suggestions et contributions. Une rencontre qui permettra également d'évoquer le phénomène d'inondation et le chikungunya qui sévit à Abéché dans l'Est, a précisé son collègue de l'administration du territoire et des collectivités autonomes, Mohamed Ismaël Chaibo. Voici ce qui est de la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce mardi 1er septembre 2020. Elle se présente comme suit sur 479 échantillons analysés. Malheureusement, 4 cas confirmés, 3 en N'Djamena et 1 au Logone oriental. 4 guéris portant le total à 884. Malheureusement, heureusement, donc 0 décès, total de décès 77, 56 malades sous traitement. Le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 1017, dont 258 femmes réparties dans 15 provinces du pays. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation physique en cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires. Appelez gratuitement le 1313. Le coordonnateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Ouchemi. L'ambassadeur de la Chine au Tchad a lui effectué une visite ce 1er septembre au ministère de la formation professionnelle et des métiers. L'ambassadeur Li Jinjin et la ministre Ashta Amat Breme ont échangé sur le projet de construction d'une école moderne de formation professionnelle en N'Djamena. Funaïda Dramo-Josiane. Dans le cadre de la coopération bilatérale de plus en plus agissante, l'ambassadeur de Chine au Tchad, Li Jingjing, a eu un échange avec la ministre de la formation professionnelle et des métiers, Ashta Amat Breme. Au centre des discussions, le projet de construction d'une école moderne de formation professionnelle à N'Djamena. Il existe un projet qui est très important, c'est-à-dire il y a un projet de construction d'une école de formation professionnelle. Nous avons déjà le terrain, nous avons déjà donc rempli toutes les procédures nécessaires. C'est surtout de ce projet qui est l'école de formation professionnelle qu'on a parlé ensemble et on a discuté de tous les détails, ce qu'il faut faire pour bien faire avancer ce projet. Pour rappel, l'accord de convention du projet de construction de l'école moderne de formation professionnelle a été conclu le 3 décembre 2019 à Beijing, en Chine. Ils sont enfin libres, les 3 agents de santé détenus par la secte Boko Haram. Après 10 mois de captivité, les ex-otages ont été présentés ce matin à la presse par le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul. C'était une cérémonie empreinte d'émotion, nous dit Abdelaziz Oumara Sabala. À la rentrée des 3 otages libérés de la secte Boko Haram, l'émotion anime le parent, amis et collègues. Le médecin-chef du district de Bol, Dr Besso Ernest Mohamed, l'infirmier Azer Adoum et leur chauffeur Brahim Adoum ont été enlevés le 30 octobre 2019 à 4 km de Tchoukoutalia dans la province du Lac. Ils ont été sauvés grâce aux efforts des forces de défense et de sécurité. Au premier rang, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République. Dr Besso Ernest Mohamed dit avoir subi
des traitements inhumains et humiliants des éléments de Boko Haram. Le riposte de l'État tchadien a été foudroyant. Et c'est grâce à cette riposte qui, pas seulement a permis de mettre hors d'état de nuire ces éléments, mais aussi ça a été un facteur déclenchant qui a permis notre libération aujourd'hui. Parce qu'après cette colère, ils ont amené plusieurs blessés, où certains ils ne savent quoi faire avec. C'est pendant cette période qu'ils ont fait appel à moi. J'ai pu les soigner en exerçant mon travail de médecin. Je sais qu'ils ont fait très du mal à ces pays. Mais moi aussi, pour sauver ma vie, je suis obligé de les soigner. Le délégué sanitaire provincial, Djibrine Abakar, a remercié les plus hautes autorités et les forces de défense et de sécurité pour les efforts consentis en faveur de la paix et de la sécurité. Des reconnaissances également exprimées par le président de l'Ordre national des médecins du Tchad, Dr Mbaye Guinam Diounadji, au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, chef de l'État. Les sacrifices consentis par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, à l'opération Colère de Bohoma, a été magnifié par le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale. Au nom du ministère de la Santé publique et de l'ensemble de son personnel, à mon nom propre, au nom des familles respectives qui se sont exprimées, et bien entendu, au nom de nos trois compatriotes, je voudrais Le secrétaire d'État à la santé publique et à la solidarité nationale est lui sur le terrain à Béché-Chef-le-Djouadaï. Le secrétaire d'État Djidi Ali Sougoudi est allé faire l'état des lieux de l'épidémie de chikungunya qui sévit dans cette ville. Il a rencontré les autorités locales. Amat Al-Bakhir Amat. Dans sa présentation, le directeur général du ministère de la Santé publique, Dr Ismail Bahar Bachar, a fait savoir que pendant 3 jours, 6 centres de santé sur le 9 que compte à Béché, l'hôpital provincial, la pharmacie provinciale et le programme élargi des vaccinations ont été visités par la délégation. Le secrétaire d'État à la santé publique a, dans son intervention, confirmé la gratuité des médicaments de lutte contre le paludisme et les chikungunya dans tous les centres de santé du pays. Renforcer l'équipe médicale en technicité, en information, en formation, mais surtout en médicaments et en produits de désinsectisation. Notre équipe a travaillé pour faire un protocole de prise en charge de ce que vous appelez chikungunya ou pugnal, qui doit être pris en charge dans la méthodologie scientifique. On n'est pas charlatan. Le gouverneur de la province d'Iwadaï, le général Brahim Saïd Mohamed, a remercié la délégation du secrétaire d'État pour le travail remarquable fait pendant ce laps du temps. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, lui aussi, est en visite de travail dans le Mayo-Kébi Ouest sur place. Il a eu plusieurs rencontres avec notamment le personnel de la délégation de la Jeunesse et des Sports, les présidents des différentes ligues provinciales et les leaders des associations des jeunes. Doba Djonsala. 24 heures dans la province du Mayo-Kébi Ouest aura permis au ministre de la Jeunesse et des Sports de recueillir les doléances de la jeunesse et de constater les manquements. C'est à travers une série de rencontres qui a commencé tout d'abord avec le personnel de la délégation provinciale de la jeunesse et des sports. Au ministre, le délégué de la jeunesse et des sports du Mayo-Kébi Ouest, Tobobé Wassiri François, a décliné les défis auxquels fait face la délégation. Ils sont exprimés en termes de manquement d'équipement et matériel sportif, insuffisance d'infrastructures sportives, de personnel d'encadrement, double de... La ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Amina Priscille Longo, elle se trouve à Sar dans le Moyen-Chari. Dans ces rencontres, elle a toujours évoqué la question de l'excision avec ses interlocuteurs. Reportage à Sar avec Apolline Gani.
Dans le cadre de la lutte contre le mariage précoce et les mutilations génitales féminines, la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Amina Priscille Longo, s'est rendue à Banda, Sona Sud, village situé à 25 km de Sar, accompagnée du gouverneur de la province du Moyen-Chari, Djiber Younous. Ici, ils ont tenu une rencontre avec les chefs religieux traditionnels et les responsables administratifs. Le chef de canton de Banda, Masra Koroua Nagé, s'est dit très émerveillé de la visite et s'engage à mettre fin à cette pratique. Le préfet du Barco, Nadjita Louise Makila, quant à elle, a précisé qu'elle veillera personnellement au grain pour que de telles pratiques ne se répètent plus dans son département. Juste après cette rencontre, la délégation du ministre de la Femme a visité les filles excisées, parmi elles Halime, une mineure de 7 ans. C'est dans cette ambiance morose que la ministre a été accueillie par les victimes. À travers cette chanson, ces filles excisées ont laissé un message fort, message qui dénonce le côté néfaste de l'excision. D'où il est important de rappeler que les mutilations génitales féminines sont un fléau qui nuit dangereusement à l'épanouissement des jeunes filles. Le gouverneur, quant à lui, a relevé que l'excision constitue une forme de violence qui serait sévèrement punie par la loi. Cette pratique, elle est interdite à travers différents textes de la République. Et là, la justice est là pour faire son travail. Donc, je pense que les femmes que nous avons arrêtées, 15, qui ont été écoutées sur PV et transmises au procureur. Elles sont actuellement à la maison d'arrêt, donc elles vont purger leur peine. Et je pense que cela donnera un exemple pour les autres, pour ne plus répéter cela. Face à cette situation préoccupante, la ministre de la Femme estime que pour mieux lutter contre les mutilations génitales féminines, les hommes sont directement concernés avant de relever qu'éduquer une fille, ce n'est pas enlever l'une de ses parties intimes. Après avoir visité les 65 victimes de l'excision, Amina Priscille Longo, au cours d'une rencontre d'échange avec les leaders des associations féminines et des organisations des jeunes, a livré un message dans lequel l'une des préoccupations majeures, mettre en place une microfinance sociale conformément aux instructions du maréchal du Tchad afin de développer des activités génératrices de revenus, impliquer les jeunes dans la lutte contre les mutilations génitales féminines et les mariages précoces afin de contrecarrer les pratiques néfastes dans cette province. Je vous invite à suivre à présent la ministre de la Femme Amina Priscille Longo qui s'exprime sur la situation. Suivez. Je pense qu'en même temps, on va devoir retravailler la stratégie pour punir en fait les auteurs. Parce que quand on essaie de réfléchir, au fond, ça ne concerne pas que les femmes. Ça ne concerne pas que les femmes, je pense qu'en grande partie, ça concerne aussi les hommes. Parce que dans notre tradition africaine, c'est l'homme qui est le chef de la famille. Et si l'homme décide d'interdire en fait à sa femme d'amener sa fille se faire exciser, personne ne le fera. Pourquoi est-ce que les hommes sont prêts à dénoncer leurs femmes qui maltraitent les enfants, mais ils ne sont pas prêts à dénoncer quand les filles se font exciser? Parce qu'il y a une sorte de complicité quelque part. Donc on va ensemble, le ministère de la Justice ici est représenté par le directeur général, on va redéfinir en fait je pense les axes d'intervention et une meilleure, parce que je pense pendant beaucoup d'années on a déjà fait la sensibilisation. On ne va plus venir ici à SAR pour dire qu'on est venu pour sensibiliser, non, on est venu pour voir ensemble comment redéfinir la stratégie pour contrecarrer, comment redévelopper la feuille de route, mais aussi comment mieux sanctionner. Parce que la sensibilisation, la période, le temps de grâce, je pense qu'il est passé. Et il faut qu'on mette ensemble nos énergies, nos efforts. Sachez que le ministre de l'Agriculture, Abdoulaye Diar, a reçu en audience cet après-midi le comité d'organisation de la 2e édition du Salon africain de l'agriculture Safagri, conduite par son coordonnateur Abdesalam Chérif et le consultant Nodjirim Boylengar Diego. Les deux personnalités sont venues présenter au chef du département de l'agriculture l'état des lieux de l'évolution des activités du Safagri 2020 estompées par la pandémie du coronavirus avant de l'informer que la relance des activités est au beau fixe pour la tenue prochaine du Safagri en 2021.
Vous le saviez, N'Djamena et aussi une bonne partie du pays est dans l'eau. Les fortes pluies diluviennes de cette année ont fait d'énormes dégâts. Le bilan jusque-là fait état des centaines de maisons écroulées et des milliers de sans-abri. Pour parer au plus pressé, le gouvernement a procédé à la distribution des tentes, des couchages et autres vivres aux victimes des inondations. Ali Mahamat Bello revient sur les actions du gouvernement pour faire face aux inondations. Regardez. Des concessions inondées, des maisons effondrées et des sinistrés sur les carreaux. La saison des pluies impose son dictat. La population inquiète se tourne vers le ciel, attend une clémence. Mais le ciel, lui, semble encore menaçant. Il pleut, il tombe des cordes et une bonne partie de la capitale est dans l'eau. Face à cette situation inédite, tout le monde se mobilise. Le gouvernement en première ligne ne plie pas les chines. Au plus haut sommet de l'État, on tient des réunions d'urgence pour parer au plus pressé. Tout est défini. L'action s'ensuit. La station de pompage de la Madi travaille à plein régime. La mairie et son partenaire Satom, une entreprise spécialisée dans les BTP, s'activent, le cœur à la tâche. Les agents se privent des sommets. Les motopompes, elles travaillent 24 sur 24. En temps normal, nous on travaille 10 heures du temps. Mais maintenant, comme il y a l'inondation, on n'a pas du choix. Nous sommes obligés de faire tourner les motopompes 24 sur 24. Nous avons deux équipes, certains qui viendront à 17h pour finir à 7h du matin et nous on saute de 7h jusqu'à 17h. Les motopompes tournent en continu. Chaque tuyau de refoulement éjecte 200 litres d'eau par seconde. Normal pour calmer la furie des eaux et libérer la capitale du joug de l'inondation. La situation est inédite et touche presque toutes les provinces du pays. La chaîne de solidarité se mobilise très tôt, fort heureusement. Et comme un bon père qui n'abandonne pas ses enfants en détresse, le gouvernement met l'accent sur l'alimentation. Le ministère de la Solidarité nationale prend les choses en main. Depuis le début de l'opération que nous avons lancée il y a moins de 2 semaines, plus de 2000 ménages ont été déjà servis par les équipes de terrain. Des véhicules gros porteurs chargés de vivres sillonnent tous les centres sociaux pour déposer d'importantes quantités de tonnes de céréales, haricots et sucre, entre autres. À cette liste s'ajoutent plusieurs litres d'huile, des vivres destinés aux sinistrés. Les temps sont durs. Que Dieu bénisse les hautes autorités de ce pays pour ce don. Toutes les provinces du pays ne sont pas non plus délaissées. Pour héberger les sinistrés, des tentes sont aussi expédiées. L'État demeure solidaire, ses bras ouverts, son cœur tout autant pour transformer les peines des sinistrés en joie, le temps que le ciel se calme et envoie plutôt le beau temps après la pluie. Ali Mahamat Bello, l'Alliance des défenseurs des droits humains et de l'environnement au Tchad, ADET, forme les jeunes, mais c'est sur le leadership pacifique et les enjeux du vivre ensemble. La session est supervisée par le président de l'ADET, Abba Daoud Nandjedi. Reportage Mariam Hassanissine. Faire des jeunes des citoyens responsables, des vrais acteurs de développement du pays, tel est le souci qui anime l'Alliance des défenseurs des droits humains et de l'environnement au Tchad, ADET, en organisant ce cadre de formation. Face aux enjeux sociopolitiques et à la mauvaise utilisation des réseaux sociaux, cette association de la société civile forme les jeunes leaders sur le vivre ensemble et la cohésion sociale. Seront atteints à travers contribution à l'apaisement des climats politiques et sociaux en cette période préélectorale et bientôt électorale, avec tous les enjeux qu'elle comporte. Contribuer au renforcement de la stabilité politique et de la maintenir. Et enfin, préserver le vivre ensemble serait atteint, certainement. L'ADET a lancé son nouveau programme Nation, Paix, Développement et Sécurité, dont l'objectif est de contribuer au renforcement de l'unité nationale et au vivre ensemble.
Un défi qui sera relevé grâce à l'apport d'une jeunesse consciente de son avenir et du développement de son pays. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prenons rendez-vous demain 20h.